spécialisé en sport à l'Observateur. Sélengat, bonsoir. Bonsoir Jean-Paul. Les sanctions de la commission de discipline de la Confédération africaine de football sont tombées. Le Sénégal devra débourser la colossale somme d'environ 429 millions de francs CFA. Le Maroc, pays hôte, écope de 249 millions de francs CFA. Selon vous, est-ce que ces montants témoignent de la gravité des incidents survenus lors de cette finale qui restera quand même dans les mémoires? Alors d'abord, merci pour l'invitation et félicitations pour cette promotion. On vient de se parler depuis que vous êtes maintenant à la TFM. Merci. Concernant la sanction, je crois que le Sénégal s'en sort bien. Compte tenu de tout ce qui se disait par les médias occidentaux, mais aussi les médias marocains, et qui disaient que le Sénégal devrait avoir une sanction inédite pour, pour que la CAF puisse prendre exemple et que ce genre de situation ne se produise plus. Bon, je crois que le Sénégal s'en sort très bien et que c'est équitable juste par rapport aux sanctions du Maroc. Juste un petit couac par rapport à tout ça. Je n'ai pas vu, c'était un étonnement, je n'ai pas vu de sanctions concernant Brahim Diaz. Brahim Diaz qui a quand même harcelé l'arbitre pour quasiment arrêter le jeu et réclamer un penalty. Effectivement, c'est lui qui est à l'origine de toute cette situation. Donc on n'a pas évoqué son nom, seuls Hakimi et Sabri ont été sanctionnés pour l'histoire des serviettes et tout. On s'en sort très bien et on attend de voir si la Fédération sénégalaise de football fera appel. Parce qu'on est sûr, selon le Média 24 du Maroc, le Maroc a déjà entamé pour réclamer en fait plus de qui. Oui, ils ont déjà une possibilité de faire appel au niveau de la CAF. Ensuite, il y a le tribunal arbitral du sport, ensuite la Suisse, notamment au niveau de la Lausanne. Est-ce que vous pensez que le Sénégal doit faire appel ou doit tourner carrément la page de ces incidents? Non, on doit épuiser tout ce que la loi nous donne. Si la fédération juge nécessaire de faire appel, il faut le faire, surtout pour les sanctions du sélectionneur Pape Thiaw. Vous pensez que c'est un peu trop sévère ce qui a été retenu contre Pape Thiaw? On va y revenir, les 5 matchs, mais l'argent, normalement, il ne doit pas le payer seul. La fédération sénégalaise doit quand même se solidariser pour lui payer ça. La fédération paiera, j'en suis sûr, surtout avec le prize money qu'on a eu lors de cette Coupe d'Afrique avec la victoire à la fin. La fédération va sans doute s'acquitter de tout ce qui est sanction côté financier et tout. Je disais que la fédération doit faire appel concernant la sanction infligée à Pape Thiaw sur ces 5 matchs-là. Très bien. Et une cagnotte a été lancée dans la foulée pour soutenir Pape Thiaw. Et lui-même, sur ses comptes certifiés, il a fait savoir qu'il est très content de cette marque de solidarité du peuple sénégalais à son endroit, mais qu'il souhaite que cette cagnotte soit redirigée vers les personnes les plus défavorisées. Vous pensez que c'est une bonne option? Oui, effectivement, c'est une bonne option vu que ça a créé en amont une polémique sur les réseaux sociaux. Certains disaient pourquoi cotiser pour payer cette sanction à un millionnaire ou à un milliardaire. C'était juste un geste symbolique lancé par les Sénégalais pour montrer le soutien à un entraîneur qui a ramené une 2e étoile. Mais vu que c'est perçu ainsi, Pape Thiaw a pris les devants et c'est une chose à magnifier car ça a éteint la polémique en fait. Vous étiez envoyé spécial du groupe Futur Média à la CAN 2025. Comment avez-vous vécu cette compétition du début à la fin? C'est ma 2e compétition, c'est ma 2e Coupe d'Afrique avec le groupe Futur Média. La première, c'est malheureusement pas bien terminé avec Côte d'Ivoire. Avec cette élimination en 8e de finale à Yamoussoukro par le pays hôte, qui a finalement remporté la Coupe d'Afrique. C'était un chemin bien tracé pour le Sénégal. Pour revenir pour cette CAN au Maroc, c'était une CAN organisée, un soft power pour le Maroc pour la Coupe du Monde de 2030 qui arrive, qu'ils doivent co-organiser avec
avec le Portugal et l'Espagne. C'était un test de grandeur nature et je crois que sur le plan des infrastructures et tout ce qui est de la logistique et tout, ils l'ont réussi. On a vécu une CAN exceptionnelle. J'ai vécu une CAN exceptionnelle avec mon groupe. Je remercie de passage certains de mes collègues, mes collaborateurs comme Jules Suleiman Ndiaye et Salih Gakou et toute la rédaction de l'Observateur. On y a vécu une CAN vraiment exceptionnelle. Une CAN qui a été réussie sur tous les plans, une CAN réussie sur tous les plans, vu qu'on a 6 milliards de vues, je pense. Oui, c'était carrément en mondovision, assez exceptionnel. Assez exceptionnel, qui place la Coupe d'Afrique au sommet des compétitions intercontinentales. Oui, ce n'était jamais arrivé jusque-là et durant cette période-là, le président de la CAF annonce qu'il veut amener la CAF à 4 ans. Beaucoup ne sont pas d'accord. Vous pensez quoi de tout ça? Bon, moi je dis que la compétition, je partage l'avis de l'inquiétude aussi de certains. La CAN à 4 ans, bon, ça peut tuer le football africain. Concernant du point de vue des infrastructures, de l'accompagnement en fait de la CAF. Par exemple, une CAN tous les 2 ans permettrait à certains pays de se doter d'infrastructures, de stades et tout, et de faire évoluer de manière drastique leur football. Une CAN tous les 4 ans, ça peut tuer le football africain. Le quotidien d'un journaliste de presse écrite dans une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, ça se passe comment? Bon, au début, on se réveille à la quête de l'information parce que travailler aussi à l'Observateur n'est pas donné à tout le monde. Nous, en fait, dans notre rédaction, on fait ce que les autres ne font pas. Nous écrivons pratiquement des papiers magazines, surtout. Bon, l'information factuelle, elle est là, mais on va chercher des collaborateurs, on va chercher cette petite info qui fera la différence, raison pour laquelle on est le journal le plus lu au Sénégal. C'est ce qui fait la différence. Vous vous réveillez par exemple à quelle heure, quand vous étiez au Maroc, à quelle heure est-ce que vous vous réveillez? Comment est-ce que vous traitiez l'information? À quelle heure vous alliez au stade? Vous dormiez à quelle heure? Il n'y avait pas d'heure précise de réveil. Bon, on allait pratiquement chaque jour au stade avec des confrères du journal Record. Vous y alliez en groupe? En groupe, oui, du journal Record et aussi ceux de la TFM et Sodatiam de la RFM. Donc on travaillait en étroite collaboration pour mieux en fait organiser. Voilà, c'est ce qu'on faisait. Mais on allait toujours, parfois chacun de son côté, à la quête de la petite information, comme je le disais tout à l'heure, qui fera la différence en fait. Il vous est arrivé de passer des nuits blanches ou pas? Effectivement, on va à une compétition comme la CAN, c'est 30 jours tambour battant, on ne dort presque pas. Bon, on peut dormir 3 heures par jour, on produit constamment des articles. C'était pour animer la plupart, au minimum 2 pages par jour. Parfois, ça allait jusqu'à 5 pages. Donc, bon, avec la collaboration de la rédaction, ça devient un peu facile, quoi. Vous, en tant que journaliste, vous avez cru en cette équipe-là du début à la fin, ou à un moment vous aviez des doutes? À quel moment vous êtes-vous dit que c'est possible d'aller chercher cette coupe? Depuis le début. Connaissant personnellement Pape Thiaw, bon, j'y croyais en fait. Je croyais en ce titre, mais j'ai eu un petit quoi. Durant les phases de poule? Non, c'était le match contre l'Égypte. Bon, au stade, en allant au stade, je disais aux gars, aujourd'hui il va falloir faire attention pour ne pas tomber sur le piège égyptien, parce que c'est des compétiteurs en fait. C'est une équipe qui ne joue pas, qui est là. Bon, à la moindre occasion, ils te mettent un but et ils restent derrière. Donc, après cet obstacle, le Maroc, je me suis dit que c'est une équipe joueuse qui ne va pas attendre le Sénégal. Donc, on aura une belle finale. Bon, c'est ce qui s'est passé. Et la fameuse finale dans les tribunes, vous étiez bien protégé ou vous avez failli être pris à partie par les supporters à gauche et à droite? Comment vous avez vécu ces instants assez fous durant la finale? Bon, étant journaliste, on était bien protégés, mais il y a eu des échauffourées dans les tribunes avec des journalistes marocains. Le sauvisme a pris le dessus, malheureusement, pour les médias. C'est ce qui a d'ailleurs mené la CAF
à interdire à Pape Thiaw de tenir sa conférence de presse d'après-match, c'est quelque chose de déplorable. Je l'ai dit sur plusieurs chaînes de télévision. Bon, le service ne doit pas prendre le dessus sur le métier. Parce qu'on est d'abord journaliste, et même si on est sénégalais, on doit avoir raison garder. Tout à fait. Le sélectionneur Pape Bouna Thiaw se voit infliger une suspension de 5 matchs officiels de la CAF. Comment faudra-t-il gérer les prochains éliminatoires? Bon, connaissant Pape Thiaw, lui c'est quelqu'un qui discute très souvent avec ses collaborateurs, avec ses adjoints et tout. Il se confie à eux, d'ailleurs il l'a même dit, il discute aussi avec ses cadres comme Sadio Mané, Edouard Mendy, Idrissa Gana Gueye et Kalidou Koulibaly. D'ailleurs lors de la finale, pour ceux qui ne savent pas ou des personnes qui ne s'en sont pas rendu compte, c'est Edouard Mendy qui lui a dit de faire le changement sur le couloir droit. Qui ça? Edouard Mendy. Edouard Mendy, oui, qui a demandé à Pape Thiaw de faire le changement sur le couloir droit. Et de jouer à 3? Non, pas de jouer à 3, mais de revoir en fait, parce qu'il y avait beaucoup de percées marocaines sur cet espace-là. Ouais. Et Pape Thiaw a trouvé la solution en mettant une défense à 3. Donc c'est quelqu'un qui écoute beaucoup ses cadres. Ça a échappé à beaucoup. Voilà, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup ses cadres. C'est quelqu'un, même lors du championnat d'Afrique des Nations qu'il a remporté en Algérie, c'était quelqu'un qui écoutait énormément ses adjoints et les autres entraîneurs, les autres techniciens et tout. Bon, il fera ce qui est nécessaire, même s'il sera en tribune. Il pourra discuter avec le staff par SMS ou par téléphone. Exactement, comme le font certains entraîneurs aussi. Je ne m'en inquiète pas, mais il faut attendre aussi l'appel de la fédération, parce que cette sanction peut être revue à la baisse. 3 matchs, 4 matchs, on est preneur aussi. Et en plus, ce sont des matchs que le Sénégal a l'habitude de jouer, avec des Sadio Mané, des Kalidou Koulibaly et tout. On a un vécu, donc il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Parce que là, quasiment durant la phase aller, les éliminatoires, il sera absent, plus une partie des phases retour. Donc, pratiquement la totalité des rencontres, ouais. Il ne sera là. Si cette sanction est maintenue, il ne sera là que pour un seul match. Ce sera le dernier match. Bon, le tirage n'a pas encore été fait. Je campe encore sur cela. Il faut attendre de voir si la fédération va faire appel. Si la fédération fait appel, on peut avoir une baisse de cette sanction, voire 3 matchs. Il peut ne pas être sur le banc sur les 3 premiers matchs. La Coupe du Monde. Et aussi, je vais ajouter un truc. Cette CAN a été magnifique. Les seules taches noires pourraient être la billetterie. La billetterie. On n'a pas beaucoup entendu la CAF sur la billetterie, alors que c'est quand même une partie de la responsabilité. Voilà, elle gagnerait mieux à s'organiser pour les prochaines éditions, ouais. Parce que ça a été... Même la sécurité des joueurs et des délégations aussi. Exactement, elle gagnerait mieux à plus s'organiser, parce qu'on a vu ce qui s'est passé lors de cette finale. Il a fallu une menace de la Fédération sénégalaise de football. Le président de la fédération l'a rappelé pour qu'on ait des billets à disposition en fait. Ouais, surtout que le quota n'a pas été respecté, voilà. Parce que les billets qu'on nous a donnés étaient quand même assez petits. Effectivement, et l'autre tâche noire c'est l'arbitrage. L'arbitrage lors de cette Coupe d'Afrique a été, désolé du mot, mais catastrophique. Il n'y a pas que les avantages du Maroc. Sur certains matchs, l'arbitrage n'était pas au niveau. La CAF aussi gagnerait plus à améliorer cela lors des prochaines éditions pour rendre cette compétition encore plus dynamique et plus suivie. Mais vous avez vu cette sortie du président de la commission des arbitres de la CAF avant la décision rendue par la commission de discipline, comme pour orienter la décision de la commission de discipline? Est-ce qu'il avait à faire cette sortie? Je trouve cette sortie en fait... Surtout qu'il a pris parti pour les serviettes en disant exactement. Ça ne fait pas partie de la logistique. Exactement. Cette sortie a été désastreuse et bon, désolante pour nous et surtout pour lui, en fait, parce qu'il a pris parti complètement pour les Marocains, en fait, disant que les serviettes
ne font pas partie de l'arsenal. Alors qu'on sait que dans les grandes équipes, dans les grandes compétitions, ils ont montré même des images sur les réseaux sociaux, des grands gardiens de but avec leurs serviettes. C'est une pratique courante. Ils ne devaient pas faire cette sortie. Bon. Jean-Jacques Ndala, comment expliquez-vous que durant toute la partie, malgré toutes les grosses fautes des Marocains, qu'il n'ait donné aucun carton jaune? Comment est-ce que vous l'expliquez, qu'il n'ait donné aucun carton jaune aux Marocains? D'abord, Jean-Jacques Ndala, c'est quelqu'un qui a arbitré le match d'ouverture du Maroc, puis la finale. Alors que quand tout le monde attendait Gorbal, l'Algérien, lors de cette finale, il a été le meilleur arbitre lors de cette campagne. Et on connaît la rivalité entre le Maroc et l'Algérie. Voilà, c'est ce qui a permis à Jean-Jacques Ndala d'arbitrer cette finale. Il a été largement dépassé par les événements, par tout ce qui s'est passé et tout. Bon, raison pour laquelle il a fauté. C'est un humain, mais aussi, on dira simplement qu'il a fauté pour ne pas entrer dans les spéculations. On peut le lui pardonner. La Coupe du Monde, c'est dans moins de 5 ans, 5 mois plutôt, pratiquement jour pour jour. Au regard de nos dernières performances et de notre profondeur de banc, sans compter le vivier exceptionnel pas convoqué, peut-on dire que l'équipe du Sénégal nous doit au moins une demi-finale à la grand-messe du football mondial qui sera organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique? Bon, Jean-Paul, je dirais que vous savez qu'une victoire ne se décrète pas, une demi-finale ne se décrète pas. Il faut un travail colossal derrière et le Sénégal est en train de faire ce travail-là. On est sur le sommet de la réussite et nous faisons partie des équipes les plus suivies et les plus dynamiques au monde. Tout à fait. 3 finales en 4 éditions et remporter les 2, c'est énorme. On est sur cette lancée-là et je crois que cette équipe, si une nation africaine est capable d'arriver en demi-finale, cette équipe, c'est le Sénégal. Cette équipe peut le faire. C'est un mélange entre l'expérience et la jeunesse. Et c'est une chose qui marche bien pour le Sénégal de Pape Thiaw, qui joue un football tellement chatoyant, tellement exceptionnel, tellement croustillant. Les qualificatifs manquent pour décrire cette équipe. Je les attends en demi-finale, certes, mais gagner, ça ne se décrète pas. Mais aussi, sortir des poules ne sera pas une mince affaire. Ouais. Surtout ce premier match-là contre la France, qui commence déjà à faire beaucoup de bruit autour de ce match-là. Effectivement, à part la France, les gens oublient qu'il y a la Norvège, avec l'armada offensive, Erling Haaland, Arne Slot, Odegaard au milieu de terrain. Et il y a l'un des excentrés dont j'ai fait quelques papiers sur lui, Moussa, qui est exceptionnel, qui a fait des éliminatoires exceptionnels et qui a marqué le but qui a crucifié les Italiens. Je pense que c'est une équipe aussi à prendre en compte, pas seulement la France. Bon, ce match d'ouverture, c'est vrai que c'est un match attendu par tout le monde et j'espère que la bande à Pape Thiaw sera prête à combattre parce que c'est un match à gagner, c'est un match d'ouverture et une bonne entame, faire une bonne entame lors de cette Coupe du Monde serait quelque chose de magnifique pour le Sénégal, surtout battre une nation comme la France, comme on l'avait fait en 2002. Ouais, il y a donc un parfum de revanche. Un homme dont on n'a peut-être pas beaucoup parlé, Aliou Cissé, qui a quand même abattu un travail exceptionnel avant Pape Thiaw, qui a permis de solidifier le groupe, de donner un mindset exceptionnel à cette équipe nationale du Sénégal. On entendait avant Aliou Cissé parfois beaucoup d'à côté, etc. Il est arrivé à protéger davantage ses joueurs et à faire régner une discipline de groupe. Ne pensez-vous pas qu'il y a aussi lieu de rendre un hommage exceptionnel à Aliou Cissé? C'est bien d'en parler. Je vous remercie par rapport d'avoir évoqué son nom ici. Et vous avez dit un mot exceptionnel. C'est lui qui a été le rassembleur en fait. Il a été la racine en fait de tout ça, de cette réussite de cette équipe nationale du Sénégal. C'est lui qui a fédéré les joueurs, c'est lui qui a
fait croire à certains joueurs comme Kalidou Koulibaly l'idéologie en fait de représenter le Sénégal. Celui qui a permis à d'autres joueurs comme Abdou Diallo, c'est quoi représenter une nation comme le Sénégal. Celui qui a été, comme je disais tantôt, la racine en fait de ces exploits en fait. Il faudra le rendre hommage un jour peut-être, parce qu'il était aussi à la finale, au stade. On l'a vu jubiler. C'était discret. Voilà, mais on l'a vu jubiler après le but de Pape Gueye et aussi après le sacre. C'est un homme discret de nature, mais c'est un homme travailleur qui a porté le Sénégal pendant ces 10 années. Et c'est l'occasion de le remercier aussi. Oui, c'est un grand homme. Oui, on peut bien comprendre qu'il ne veut pas gêner également son successeur, qui a été son compère en équipe nationale du Sénégal. Silaïngat Opanguet, vous êtes parent? Ouais. On n'entend plus parler de lui, il a un peu disparu des radars. Quelles sont les nouvelles que vous avez de lui? Opanguet, moi je me souviens de son but exceptionnel au stade Léopold Sédar Senghor. Ce but-là, je ne l'oublierai jamais, comme beaucoup d'autres Sénégalais. Bon, quand vous évoquez, quand je donne mon nom, souvent les gens font le rapprochement. Ah oui, tout de suite. Voilà, font le rapprochement direct. Certains me disent quels sont vos liens de parenté. C'est un cousin direct et on se parle souvent, on échange souvent. C'est un joueur qui devait avoir une carrière exceptionnelle au vu de son talent. Il avait un potentiel extraordinaire. Certains disaient même que c'était le futur du Sénégal. Je conjugue au passé parce que maintenant je pense beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Voilà, actuellement je pense qu'il a 32 ans ou 33 ans. Il a l'avenir du football. Il joue actuellement? Non, il est agent libre après son départ du club d'Oman, je pense. Après une aventure. Parce que juste après l'aventure à Metz, il est allé s'exiler vers les pays du Golfe, comme l'Oman. Ça a été peut-être pas une très bonne décision, footballistiquement parlant? Oui. Bon, footballistiquement parlant, c'était pas la bonne décision parce qu'il était sur une pente ascendante avec son club. Mais c'est une décision personnelle pour lui. Je ne m'aventurerai pas à dévoiler les tenants et les aboutissants de ce transfert. Mais lui, il voulait y aller et il y est maintenant. Oui. En tout cas, bonne chance à lui et nous lui souhaitons un retour en équipe nationale du Sénégal. Il n'est jamais trop tard. Merci infiniment, Silaïngat, d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, Jean-Paul, et bonne chance pour la suite. Merci. Merci. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialisé en sport au quotidien, l'Observateur, un quotidien du groupe Futur Média. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Wow, fii la woote neexee ndax ñooy champion d'Afrique ak passe Allo Sadio bu 120 minutes wooteel ba doyal ci 300 francs CFA donc rendez-vous dès maintenant sur Maxit pour souscrire. Orange est là. Adja épice bu bees bi ànd ak épices yu naturel seen togg dafay gën a saf te neex. Adja saf loxo. Hey, c'est lui. Et madame, elle est là. J'aime. Ah mais tu tombes à pic, hein? Moi, je frappe toujours. Ah, voilà le thé. Oh, le thé, j'évite. Ce n'est pas que du thé, c'est du jasmine, hein? Jasmine? Tu ne connais pas Jasmine Sala? Jasmine Sala? Attends, j'arrive. Ce jasmine, c'est du thé vert mélangé à du jasmin. Très bon à consommer. Il facilite la digestion. Bon pour la santé grâce à ses ingrédients. Attrape. Ce thé au jasmin entretient la peau. Ça rajeunit. Et ça ne perturbe pas le sommeil. J'y ajoute, ça apaise.